Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Nous allons revenir ce soir sur une période sombre de notre histoire. En 1984, pendant la période des événements, des militants kanaks indépendantistes sont victimes d'une embuscade à Wagnat, dans la vallée d'Yingen. 10 d'entre eux seront tués, 5 autres gravement blessés par des petits colons terrifiés à l'idée d'être chassés de leurs exploitations. La semaine prochaine, le 5 décembre, marque le 38e anniversaire de cet épisode sanglant dont les auteurs seront acquittés par la justice française. L'occasion pour nous de faire un travail de mémoire, mais aussi d'évoquer l'avenir et de s'interroger sur la possibilité d'un pardon. C'est un documentaire exceptionnel qui nous permet aujourd'hui de mettre en lumière un épisode des événements rarement évoqués. Wagnat sur une terre de la République française. Le documentaire d'Emmanuel Desbuiges et Dorothée Tramparan revient sur ce drame. Il donne la parole aux victimes et pour la première fois, l'un des auteurs de ce drame témoigne lui aussi. Nous regarderons ensemble des extraits de ce documentaire à découvrir dans quelques jours. Ce sera lundi soir à 19h55 sur notre antenne. Pour évoquer ce drame et comprendre l'héritage qu'il nous laisse aujourd'hui, je reçois Emmanuel Tchibaou, qui a perdu plusieurs membres de sa famille dans l'embuscade de Wagnat. Je reçois aussi Clara Philippi, chercheuse en histoire, qui travaille sur le thème de la réconciliation après les conflits et qui a animé une conférence TEDx il y a un an sur le travail de mémoire. Et vous, que savez-vous de l'embuscade de Wagnat ? Chloé Yentao est allée vous poser la question « Comment reparler des événements 38 ans plus tard ? Pourquoi faire ? Nous vous écouterons. » Bonsoir et merci tous les deux d'être sur le plateau de Ça vous parle. Alors je disais, nous allons nous pencher ce soir sur un épisode dont on a très peu parlé jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'un documentaire fasse ressurgir la parole, celle des victimes et celle des auteurs. Mais avant cela, il y a eu très peu d'échanges, d'écrits, d'images, de témoignages sur l'embuscade de Wagnat. On en parle peu dans les écoles, pour certains ça reste douloureux, à tel point que l'histoire est encore méconnue d'une bonne partie de la population. Que savez-vous de ce drame du 5 décembre 1984 ? Chloé Yentao est allée vous poser la question. Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire de Wagnat ? Pas du tout. Non plus. Oui, juste un peu, hein. Pas trop. On m'a parlé comme ça. Tante Tchibaou, hein, voilà, c'est ça. Ah oui, plus ou moins, mais oui, comme ça vaguement, mais je ne peux pas dire quoi que ce soit. Je ne me rappelle pas du tout. Il y avait des morts, Voilà. Il y avait beaucoup de familles qui se sont... Ils étaient tristes à cause de ça. Ouais, ça me dit quelque chose, tout à fait. Qu'est-ce que vous connaissez exactement ? Voilà. Avant, hein. C'était chaud, quoi. Hein. Et comment vous connaissez cette histoire ? On vous a raconté ? Les vieux, on parlait un peu. Voilà. C'est pas tout le temps, quoi. Hein. C'est, voilà. Quand il y a des occasions, des trucs comme ça. Je me souviens qu'il y a eu ça, là. Le camion qui était, voilà, puis il y a eu la fusillade et puis tout, hein, voilà. Voilà. Bah, ça m'évoque un conflit, du sang, des coups de fusil. Ben, ça fait mal parce que je suis de l'INTP et puis éloigné là-bas, et puis de voir des choses comme ça qui arrivent chez Jean-Marie Tchibaou, ben c'est pas... Hein. Nous, on avait des points de vue de Nouméens, j'allais dire, parce que bon, voilà, donc oui, on savait qu'il y avait eu, a priori, un règlement de compte. C'est, comment dire, beaucoup de tristesse, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la diffusion de ce documentaire, par exemple, à la télévision ? Je trouve que c'est une très bonne chose. On dit qu'il ne faut jamais ressasser le passé, mais malheureusement, il est important de revenir sur le passé pour pouvoir améliorer le présent. Donc, c'est important que tout le monde le sache, ce qui s'est passé. Il ne faut pas dire de tous les trucs comme ça. Oui, c'est arrivé, ben nous, on accepte et puis on respecte. Et puis voilà, laisse le temps passer. Puis c'est pas la peine de toujours dire tout ça, là, des trucs comme ça, là, parce que ça fait... C'est pour la génération qui vient après, parce que quand ils vont savoir des trucs comme ça, c'est... Je trouve que c'est bien de faire des reportages sur les événements, parce qu'on n'en a jamais parlé, enfin on n'en parle pas ouvertement. Et du coup, ça permet aux gens de se libérer aussi, et puis de rectifier des vérités aussi, peut-être. En tous les cas, d'en parler et de pouvoir passer à autre chose. Parce que tant qu'on n'aura pas tous exprimé ce qu'on a vécu, voilà, les émotions seront encore là et forcément, on n'arrivera pas à passer à autre chose. Ça vous inspire quoi, ces témoignages, Emmanuel Tchibaou ?
Moi, je pense que c'est de se rendre compte que l'histoire aujourd'hui, elle n'est pas racontée. L'histoire de ce qui s'est passé ici. Et que, à la rigueur, on connaît mieux l'histoire de la France ou de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième, ici la guerre dans le Pacifique, alors qu'il n'y a même pas 30 ans, les gens ils se tiraient dessus et que ça a endeuillé des familles, des orphelins. Je veux dire, c'est juste ce constat-là que je peux faire. Hein. Les témoignages qui ont été portés, je dirais que ça fait peur aussi. Ça fait peur. La sortie du documentaire, ça vous a montré ça, le fait que finalement peu de gens connaissaient cette histoire? Je veux dire que c'est un traumatisme qui a qui a été ressenti par une grande partie des gens ici en Calédonie. Wanyat, c'est un élément, mais il y a beaucoup de familles qui ont été touchées dans les événements. Et que le fait du petit micro-trottoir, là, se retrouver réduit à des anecdotes, c'est, je pense, à l'échelle d'un pays comme le nôtre, où on n'est même pas 270 000 personnes. Ça vous choque C'est ce qui est impressionnant, c'est ça. C'est le fait qu'on ait cette capacité d'oublier ce qui forge les équilibres sur lesquels notre pays il est assis aujourd'hui. Et c'est en ça que je me dis que ça fait peur, parce que le fait de ne pas connaître, c'est aussi faire preuve d'immaturité pour notre société. C'est un petit peu ça que je crains, c'est que cette immaturité, c'est aussi le signe que potentiellement demain on est capable de refaire la même chose, justement parce qu'on n'a pas conscience que ça s'est déjà passé. Clara Philippi, est-ce que ça vous inspire aussi Oui, moi je rejoins Emmanuel dans son inquiétude, parce que ça veut donc dire que cet événement-là, il n'est pas encore dans l'histoire officielle, et il est encore dans l'histoire individuelle de chacun, dans la mémoire individuelle de chacun, mais il n'est pas encore dans la mémoire officielle, donc pas encore dans l'histoire. Et c'est un peu le souci qu'on a eu en Calédonie. J'ai l'impression qu'on est resté beaucoup dans les mémoires individuelles de chacun et qu'on n'a pas encore réussi à faire mémoire collective, et donc pas encore mémoire officielle. Par mémoire officielle, j'entends ce qu'on transmet dans les manuels scolaires. Et donc, comme Emmanuel disait, on transmet beaucoup plus sur l'histoire de la France que sur l'histoire de notre pays, parce que peut-être qu'au niveau individuel, on n'a pas encore réussi à faire ce travail de mémoire. Mais c'est vrai que les événements, on en parle en famille plutôt, pas beaucoup à l'école. Est-ce que, en préparant cette émission, je me suis demandé, est-ce que 38 ans plus tard, on peut en parler sans recréer les tensions? Est-ce que c'est pas trop tôt, 38 ans, a priori? Alors, on peut en parler, c'est même plutôt, je pense qu'il faut en parler, parce que c'est plus dangereux d'oublier que d'en parler, à mon sens. Mais il faut en parler. Avant d'en parler, il faut réussir peut-être à écrire l'histoire, parce que, comme je disais, j'ai l'impression qu'ici, on est beaucoup resté sur la mémoire individuelle, sur l'histoire qui se raconte en famille, donc avec chacun son versant et peut-être sa position de... Chaque protagoniste avait sa position au moment des événements, et donc chacun raconte l'histoire avec sa paire de lunettes, et pas forcément la paire de lunettes de tout le monde. Et donc peut-être qu'avant d'en parler à l'école, il faut réussir à faire que les histoires se complètent et ne s'opposent plus. Peut-être réussir à créer des ponts entre tous les bouts de mémoire qu'on a, cette mosaïque de mémoire qu'on a ici en Calédonie, avant de pouvoir la retransmettre à l'école. Alors justement, pour raconter le drame de Wanyat, le documentaire d'Emmanuel Desbouiges et Dorothée Tramparent s'appuie sur des archives de l'époque et donne la parole aux témoins de ce drame. Nous allons écouter le récit de ce 5 décembre, avec notamment le témoignage de Bernard Maïpas, l'un des survivants de l'embuscade, décédé après le tournage du documentaire. Le 5 décembre 1984, des militants de Tchedanit sont à bord de 2 camionnettes qui les ramènent à la tribu après une réunion politique au village. Jean-Marie Tjibaou devrait être parmi eux,
il a finalement été retenu à Nouméa. Lors de cette réunion, le mot d'ordre a été clair. Levée des barrages et poursuite des négociations avec la France. Dans les 2 camionnettes, 17 hommes, mais pas une arme. Pourquoi seraient-ils armés? Ils n'auront pas le temps de se poser la question. Car brutalement, les véhicules freinent, un tronc de cocotier barre la route. Aussitôt, l'enfer s'abat sur les hommes. Certains tentent de fuir, mais ils sont pris au piège. Un déluge de feu, de balles et de chevrotines transperce leur corps. Moi, j'ai pu sauter à terre. Les camarades, non, ils étaient couchés dans la voiture, blessés ou essayaient de se cacher. Et c'est à partir de là que j'ai été touché à la main. Dans un deuxième temps, j'étais touché au bas-ventre. Les balles sifflaient autour de la tête, les oreilles. Et c'est à partir de là que j'ai culbuté dans un semblant de fossé. Et pour me dégager du fossé, j'ai rampé jusqu'à la rivière. Là, je suis tombé dans l'eau. Et là, je suis rentré sous les hautes herbes. Et je suis resté là jusqu'à la fin de la fusillade. J'écoutais, j'attendais les assassins qui parlaient, qui nous traitaient de sale canac et tout. Mais de là, je voyais les camarades qui nageaient. Eux, ils s'amenaient avec les fusils et puis les projecteurs. Puis éclairaient la personne et puis lui, il nageait. Eux, ils tirent dessus jusqu'à ce que lui, il ne bouge plus. Et puis il prend l'eau, il rentre à l'eau. Et puis il lâchait les chiens, et les chiens venaient vers les personnes blessées. Après, ils arrivaient et puis ils les achevaient. Puis après, moi, je suis descendu sur au moins 500 mètres. Et je marchais sur le corps. Et mes camarades sont tombés. Et dans la plaine, j'attendais, j'ai mis au parcours, j'ai mis. Emmanuel, dans le documentaire, on entend d'autres habitants de Tiendanit aussi qui témoignent. Est-ce que c'est difficile d'en parler ou aujourd'hui il y a besoin justement de rendre ça plus audible, plus visible? Je pense que c'est pas difficile pour nous d'en parler parce que c'est une manière pour nous de faire le deuil et puis de la mort des 10 de Tiendanit. Ils s'inscrivent aussi dans un combat politique. Et le fait de faire le deuil, un an après, en janvier 85, on a inauguré une plaque qui est placée à l'endroit où l'embuscade s'est tenue. Il y a eu des prises de parole à ce moment-là pour justement dire que les 10 là, ils ne sont pas morts pour nous, les gens de Tiendanit, ils sont morts parce que le combat, c'est d'arriver à l'accession à la pleine souveraineté. C'est ça, la manière dont le travail il a été fait autour du deuil, c'était aussi de témoigner. Tous les 5 décembre, il y a une messe qui est faite et puis il y a des prises de parole qui témoignent de ce qui s'est tenu et puis des avancées aussi. Parce que le sang versé, il a été aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans un objectif politique. Même si la mort, elle a sévi, avec tout ce qui comporte de souffrance. Notre manière de transformer cette souffrance, c'était de se dire il faut s'engager là où on est pour que cette souffrance-là, ce deuil-là, ce sacrifice, il ne soit pas vain. C'est presque un devoir de parler. C'est un devoir, véritablement. Et les témoignages qui ont été portés, et ce pourquoi on a voulu s'inscrire dans le film, là, c'était aussi pour nous une nécessité dans la mesure où les carcasses peuvent être préservées. On a construit, on a valorisé au nom du Conseil des clans le site. Il est classé au patrimoine de la province noire comme site de mémoire. Mais les hommes y partent et leurs témoignages, pour le coup, disparaissent, puisque même dans les manuels scolaires, c'est, je dirais, quelques lignes. Et on ne prend pas compte de l'impact que ça a eu sur les populations de Yengen, je pense les populations kanak, de Tiendanit en particulier, mais sur l'ensemble des populations ça a été un élément, je pense, déclencheur de ce qui est la compréhension des populations à un moment donné, puisque
Les gens se sont fait descendre comme des lapins, sans armes, sans possibilité de retraite, puisque tout était prémédité. Alors justement, dans ce documentaire, on entend aussi pour la première fois l'un des auteurs du massacre, le dernier, encore en vie. Il s'appelle Jess la Petite. Il raconte notamment la tension de l'époque, la peur de voir sa maison brûler. En quoi cette parole elle peut aider à avancer sur le chemin de l'histoire? Eh bien, premièrement, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, donc forcément, il faut entendre les deux camps, il faut que tout le monde puisse s'exprimer afin de réussir à trouver les ponts qui vont faire qu'on va réussir à créer, comme je disais tout à l'heure, cette histoire commune, parce que si on prend qu'un versant, eh bien, on va avoir qu'une partie de l'histoire, et pour pas répéter l'histoire, il faut pouvoir la comprendre dans son intégralité, l'appréhender, la digérer, et je pense que pour réussir à faire ça, il est important d'avoir les différents versants possibles. Et je pense que les deux côtés ont le droit de s'exprimer. Peut-être pour se réconcilier, c'est peut-être plus facile si tout le monde parle et si tout le monde a le droit d'exprimer les émotions et la tension de l'époque. Alors, les auteurs du massacre qu'on entend dans le reportage ont été acquittés par la justice française au motif de la légitime défense préventive, un concept qui n'existe pourtant pas dans la loi française. On a parlé du témoignage des victimes, de celui des auteurs. Est-ce que les gens attendent un mot de la part de la France en ce qui concerne Wagnat ? Je ne sais pas s'il y a quelque chose à attendre de la France, puisqu'elle a statué par 2 fois en prenant fait et cause pour les assassins de cette tuerie-là. Et puis la 3e fois en validant dans l'amnistie qui a découlé des accords politiques, Matignon-Oudinot, le fait que les crimes de sang ne pourraient être jugés. Donc pour vous, si on entamait au conditionnel un chemin vers la réconciliation, ce ne serait pas un des acteurs de ça, la France ? Je peux pas. Oui, enfin, après c'est à la France de se prononcer. Moi, je parle pas à la place de la France. Je pense qu'il y a une exigence qui est première, c'est celle de la vérité, parce que la réconciliation, on n'est pas obligé d'aller aussi non plus. Moi, j'ai accepté de rencontrer Jess la Petite. On va le voir dans un instant, en effet. Parce que c'était nécessaire. Le Conseil des clans, là-haut à la maison, à Tiedanit, m'a mandaté pour regarder c'est quoi qu'eux, ils veulent. Et voilà, là, c'est quoi ça? On a mis dans le film, là, et puis on n'a pas... C'était une étape. On va la regarder si vous voulez bien, puis on va en reparler après. En effet, dans le documentaire, on assiste à une scène où vous rencontrez Jess la Petite dans votre bureau au centre Chibaou. Sur les conseils de son beau-frère, il a accepté de parler avec vous de l'embuscade pour peut-être arriver à un geste de pardon à l'avenir. On regarde un extrait. Après des nuits de stress, mais tout, pas dormir, les maisons qui brûlaient, tout ça, les attentions, mais après, c'est parti. Donc un coup de feu, il part, puis on tue tout le monde. Mais on ne sait pas, nous aussi, il fallait bien qu'on se court aussi. Mais de là à aller prendre les fusils, et puis couper, tuer les gens, brûler les gens. On n'a pas tiré après les gens comme ça. Il y a eu bien quelque chose, il y a eu des tensions. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Hein. C'est pas comment dire, on a imaginé, ou il y a quelqu'un qui nous a raconté des histoires. Les types, ils sont morts. Hein. Oui, ça c'est... Ils sont pas morts dans leur maison, de vieillesse. Vous avez les cheveux blancs maintenant. Ils sont morts par balle. Oui. C'est vrai ça aussi. C'est ce que ceux qui se sont échappés, ils vous ont vu. C'est bon, peut-être s'il n'y avait pas de survivants ou il n'y a personne qui peut raconter à part vous. Ils nous ont raconté comment on se voit là. Vous dites c'est oublier, c'est tourner la page. Mais ici on doit être bien franc entre nous, mais il faut être franc. C'est ça qui a fait que j'ai accepté qu'on se voit aujourd'hui. Mais si c'est pour entendre cette musique-là,
Cette rencontre a eu lieu il y a 5 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous la revoyez ? Je ne sais pas si ça inspire quelque chose, mais c'est juste l'opportunité de se rencontrer qui était celle-là. La première fois aussi qu'un des assassins témoigne, en dehors de ce qui est les sujets JT, parce que ça aussi c'est essentiel, c'est que on peut comprendre le principe de réconciliation que tout le monde sort aujourd'hui, que si les gens témoignent de cette volonté de se réconcilier d'une, et que si ce processus-là, en tout cas pour nous, les gens de Tiedanit, et les Kanaks en général, c'est un processus collectif. C'est pas caché, c'est devant tout le monde que ce processus, s'il se fait, pour se faire devant tout le monde, il nécessite déjà un travail sur soi. Donc moi, ce que ça m'inspire, c'est que le cheminement autour de cette quête première qui est celle de la vérité, pour l'instant, cette première condition n'est pas remplie. Et quand bien même cette condition serait remplie, les gens ont le droit de garder leur souffrance pour eux et de dire je refuse de me réconcilier. C'est pas une obligation. Il y a 10 familles qui sont concernées. La responsabilité, elle appartient à chacun, même si elle est portée par la tribu, puisque les deux qui ont emmené les 17 là, qui étaient dans la voiture, c'est le chef avec son petit frère. C'est la chefferie qui les a emmenés. Mais les familles, elles portent le deuil toutes seules. Et c'est en ça que je dis que la première étape est d'abord celle de savoir pourquoi on veut se réconcilier, savoir à quelle hauteur finalement cet engagement, qui n'est pas simplement personnel, mais qui est la condition première, va aussi abonder dans d'autres stratégies, d'autres perspectives aussi pour être solidaire de ce principe de réconciliation. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore statué, quoi. Dans la conférence TEDx que vous avez animée l'année dernière, vous disiez le temps, ça suffit pas. Juste laisser passer le temps, ça suffit pas pour tourner la page. On voit que c'est effectivement... Le temps, ça suffit pas. C'est comme une plaie qu'on a, une plaie qui s'infecte, une plaie purulente. Et si on la laisse comme ça et qu'on attend, on a beau attendre et elle se soignera pas. Donc il faut arracher le pansement et il faut traiter la plaie. Du coup, moi, je rejoins Emmanuel quand il dit que c'est un processus collectif. Je vais parler plus globalement, pas uniquement sur les 10 de Tiedanit, mais c'est aux Calédoniens de décider du processus de réconciliation qu'ils veulent mener. C'est ni à la France, ni à moi, ni à personne de venir imposer un processus. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble et que chacun y voit au chapitre. Après, il y a quand même 4 étapes qui je pense, sont importantes. Donc, la reconnaissance de ce qui s'est passé, la vérité. Dire ce qui s'est passé, effectivement, en Calédonie, c'est passé ça et c'est passé ça. Peut-être la responsabilité aussi, prendre la responsabilité de ses actes. Après, il y a la question du pardon. Donc, il y en a qui c'est propre à chacun, mais peut-être des excuses. Et après, il y a la réparation. Donc, la réparation, ça peut être une commémoration, comme on disait tout à l'heure, où il y a une plaque, où il y a des paroles qui sont dites à chaque anniversaire. Ça peut être une restitution, ça peut être une compensation financière, un monument, ça peut être plein de choses. Mais je pense que c'est un processus naturel qui se fait même quand on se dispute, nous, simplement avec une autre personne. On a besoin de peut-être... discuter, s'excuser et aller de l'avant. Et je pense que à chacun leur rythme, c'est peut-être vers là qu'il faut tendre. Alors, on arrive presque déjà au terme de l'émission. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un projet d'association dont laquelle vous faites partie qui porte un embryon de future association qui mènerait ce travail de mémoire ? Il y a un groupe de travail qui s'est constitué, donc vraiment à le stade embryonnaire, à l'initiative de plusieurs associations, du comité des sages, de l'État. Et donc, il y a des discussions qui sont ouvertes sur
comment réussir à former quelque chose qui pourrait ressembler à un comité vérité, parole, mémoire, réconciliation, etc. C'est en cours de formation. Ça vous parle, ce genre d'initiative, de projet? Vous pensez qu'on est prêt ou... Je sais pas, oui, on n'est jamais prêt. Hein. Nous, on n'a pas demandé à ce que les 10 là, ils partent. Hein. Nous, on aurait aimé qu'ils voient leurs petits-enfants. On aurait aimé qu'ils soient avec nous aujourd'hui. Et si c'est... Nous, on a dit là au monument, à Wanyat, que les larmes ont fait pousser des fleurs. Et on a donné cette parole pour que chacun puisse s'en inspirer et puis de dire c'est pas fini, c'est pas fini. Nous, on est toujours là et on témoigne tous les jours de cet engagement. Et merci à l'association là d'engager ce processus-là. Nous, ce qu'on a dit quand la parole elle est arrivée jusqu'à nous via les églises, c'est qu'il faut faire attention à la manière dont on porte les projets. Parce que si la France a déjà statué par 2 fois sur cette amnistie, enfin sur le non-lieu de ces assassins-là, nous, on ne donne pas l'absolution. Nous, on cherche les hommes d'abord. Donc c'est un petit peu cette parole-là que nous, on a donnée aussi sur ce processus-là de réconciliation. C'est un processus qui est en cours. Après, il faut prendre son temps. C'est ça, le temps. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Je vous rappelle que le documentaire d'Emmanuel Desbouiges et Dorothée Tramparent, Wanyat sur une terre de la République française, sera diffusé sur notre antenne lundi prochain à 19h55. Vous pourrez prochainement revoir cette émission en replay sur notre site caledonia.nc. Bonne soirée.